Chers candidats, candidates au baccalauréat 2016 de la série ES, bonjour. Bienvenue dans notre séance méthodologique d'aujourd'hui qui est consacrée au traitement d'un sujet type baccalauréat. Lors de la séance 1 diffusée récemment, vous aviez suivi la présentation de l'épreuve TUBAC ainsi que les conseils méthodologiques pour bien réussir ces TUBAC. La séance d'aujourd'hui est proprement consacrée pour le traitement d'un sujet type. Donc, on va voir ensemble. Premièrement, on va faire le rappel de l'épreuve TUBAC brièvement. Ensuite, on va essayer de traiter les différentes parties du sujet. Partie 1, la mobilisation des connaissances. Partie 2, l'étude d'un document. Partie 3, qui est consacrée à l'argumentation et l'analyse. On va voir ensemble tout à l'heure. Et enfin, on va clôturer notre séance par une série de conseils et de recommandations pour bien traiter le sujet. Si nous faisions un petit rappel de l'épreuve qui est déjà bien présentée dans la séance 1, donc l'épreuve TUBAC dans la série de la matière ECS est composée de 3 parties différentes. La partie 1, appelée mobilisation des connaissances, il s'agit d'une ou 2 questions sociologiques et économiques, en fait, où l'objectif recherché est de maîtriser les notions et les contenus de base. Partie 2, qui est notée sur 5 points, là, il s'agit d'une étude d'un document factuel, dans le sens où il faut utiliser des chiffres parlants comme des graphiques, un tableau ou un texte qui rend compte, n'est-ce pas, des analyses chiffrées. Et là, l'objectif recherché, c'est de montrer votre capacité à traiter, à étudier, à exploiter un document. La dernière partie, la partie 3, est consacrée à l'argumentation et à l'analyse. Et là, ça ressemble un peu à la question des synthèses que vous aviez l'habitude de traiter, en fait, qu'avaient l'habitude de traiter les anciens bacheliers. Mais plutôt là, les documents exploités sont un peu en petit nombre, ils sont en 3 documents ou 4 documents maximum, et vous allez réagir par rapport à une question et en faisant appel à vos connaissances de cours et à vos connaissances personnelles, mais aussi en exploitant les documents du dossier. Donc voilà, si on fasse un petit rappel, donc l'épreuve type est composée de 3 parties. Partie 1 est mobilisation des connaissances, partie 2 l'étude d'un document et partie 3 l'analyse et l'épreuve. Tout est noté sur 20 points. Première partie 5 points, deuxième partie 5 points et la troisième partie c'est à 10 points. Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Deuxième partie, voilà. Question 1. Donc, on va essayer de traiter un sujet type de la partie 1, la partie mobilisation des connaissances. Donc, une question, un exemple de question que vous pouvez avoir au bac, c'est celle-ci. En quoi l'approche en termes d'IDH, d'indice de développement humain, complète-t-elle celle en termes de BIB? C'est une question type bac, de l'épreuve baccalauréat de la partie 1. Alors, comment vous allez vous y prendre pour traiter cette question? Donc, on va voir ensemble. Premièrement, il faut déjà comprendre le travail qu'on vous demande de faire.
Donc, l'intitulé, il faut faire très attention à l'intitulé de la question. Là, on vous demande, n'est-ce pas, de mettre en évidence le caractère plus large, on va dire, plus global de l'indicateur IDH par rapport au BIB. Donc, il faut montrer cette nuance. L'IDH permet de mesurer plus le niveau de développement d'un pays par rapport au BIB. Voilà, donc c'est l'objectif recherché. Donc, il faut bien, dès le départ, comprendre le travail qu'on vous demande de faire. Et en vous interrogeant là-dessus, sur la question elle-même, en faisant attention aux consignes, en cherchant, n'est-ce pas, un peu les fils conducteurs, déjà vous avez une idée de ce qu'on attend de vous. Une fois que vous avez compris le travail attendu, vous allez tout de suite passer à définir les mots clés de la question. En l'occurrence, ici, il y a deux mots clés, l'IDH et le BIB. Ensuite, il faut chercher les idées et arguments pour répondre à la question posée, toujours au brouillon. Donc là, faites appel à vos connaissances, aux connaissances de cours, aux connaissances personnelles. Et là, il faut un peu faire une liste des arguments et des idées, n'est-ce pas? Idées secondaires, idées principales, etc., etc. Il faut un peu lister aussi. Et après, vous allez formaliser tout ça pour former la réponse finale à la question. Ensuite, donc, après avoir défini les mots-clés et cherché, n'est-ce pas, les arguments, il faut les lister. Et enfin, il faut passer à la rédaction de la réponse. Donc voilà, la réponse type à cette première question est la suivante. Il faut rappeler la définition de deux termes. Le terme IDH, donc IDH est un indicateur de développement humain qui mesure un peu le niveau de développement d'un pays à partir des indicateurs certes économiques, mais également sociologiques, le niveau de santé, le niveau de scolarité. Il faut aussi définir un peu le BIB, qui est un indicateur de mesure de la performance économique d'un pays, mais exclusivement sur l'aspect économique. Voilà. On va proposer quelques arguments pour répondre à la question qu'on nous a posée. Premier point, vous pouvez déjà dire que pour répondre à la question qu'on nous a posée, qui était en quoi l'approche en termes d'IDH complète-t-elle en termes de BIB, donc une réponse type, ça peut être le BIB mesure le niveau de performance d'un pays, performance économique d'un pays en termes économiques. Il faut déjà dire ça en premier lieu, et ensuite dire aussi qu'il ne mesure qu'un aspect, n'est-ce pas, du développement économique, du développement d'un pays, l'aspect économique. Donc, d'où l'idée d'utiliser d'autres indicateurs comme l'IDH pour avoir une vision globale, une vision plus nette, n'est-ce pas, de la performance économique, sociale, environnementale, sanitaire, etc., etc., de développement d'un pays. Et aussi, il faut faire les nuances pour dire que certains pays qui ont un PIB par habitant, par exemple, qui ont une performance économique très élevée, n'est-ce pas, comme un pays comme le Qatar, peut être qualifié par rapport à un autre pays comme le Norvège, moins développé en termes d'IDH, même si il dégage plus de BIB par rapport à la Norvège, etc., etc. Donc voilà, la réponse type, je pense que vous l'avez comprise. Maintenant, on va passer à la question numéro 2, qui est la suivante. Comment le travail contribue-t-il à l'intégration sociale? Là, donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Comment il faut s'y prendre pour traiter cette question? Il faut déjà comprendre, comme la fois dernière, la première question, le travail demandé. Qu'est-ce qu'on me demande de montrer? Donc, on vous demande de montrer l'aspect intégratrice du travail. Donc, il faut montrer que le travail permet l'intégration économique et sociale de l'individu dans la société. Voilà.
Ça, c'est le travail demandé. Ensuite, la même chose, il faut toujours définir le mot-clé, qui est en l'occurrence ici le travail et l'intégration sociale, toujours au brouillon. Ensuite, il faut chercher les idées, les arguments, les lister et passer au final à la rédaction, n'est-ce pas, de la réponse finale, là, au propre, hein, dans les feuilles d'examen. Les corrigés types de ce type de réponse peut être la suivante. Premièrement, pour répondre à la question, il faut définir les mots-clés. Donc ici, vous avez le travail, hein, qui est une activité humaine, souvent rémunérée à titre professionnel. Donc il y a aussi le travail qui n'est pas rémunéré, le travail que nos mamans font chez nous à la maison. Mais là, pour faire la différence, il faut dire que c'est une activité humaine organisée, rémunérée à titre professionnel. Le deuxième mot à définir ici, c'est l'intégration sociale, qui est un processus par lequel l'individu s'intègre ou participe à la vie sociale. Une fois rappelés les mots-clés, maintenant il faut passer à la présentation de différents arguments. Donc là on a quoi? On a trois séries d'arguments. Premier point, le travail permet l'accès à un revenu. En permettant ça, le travail permet à l'individu de consommer, de participer à la vie économique. Il consomme, il produit, il investit. Donc, il a une vie sociale, une vie économique. Donc, le travail permet à l'intégration sociale. Deuxième argument, le travail lui-même, le lieu de travail, est une instance de socialisation. En travaillant, la personne apprend le rôle social, le rôle économique, etc. Et à travers les liens qui s'opèrent avec les autres collègues, avec le reste de la société, la personne, n'est-ce pas, s'intègre dans la société parce qu'elle accumule un ensemble des acquis sociaux qui lui permet, n'est-ce pas, de s'intégrer dans la société. Les carnets d'adresses, tout ce qui va avec. Ensuite, le travail, parce qu'il permet l'acquisition de droits sociaux, tels que la protection sociale contre les risques sociaux, la maladie, le chômage, etc., à travers les cotisations sociales qu'il permet, le travail permet à l'individu de s'intégrer dans la société. Donc là, on a présenté plus ou moins différents arguments qui peuvent répondre à la question. J'espère que vous l'avez compris. Donc voilà, on a fini la partie 1. Maintenant, on passe à la partie 2, étude d'un document. Souvent, vous avez ici un document factuel, graphique, tableau, etc. etc. Et là, l'exemple présent, il s'agit d'un tableau avec une question. Là, on vous demande de présenter d'abord les documents, puis d'identifier les sources de croissance économique selon le pays, puisque vous avez ici différents types de pays, et sur une période plus ou moins longue, 1985 à 2010. Donc, l'objectif ici, c'est d'exploiter le document pour répondre à la question posée. Le tableau vous permet, n'est-ce pas, à répondre à la question, mais aussi vous pouvez faire appel à votre connaissance. Donc là, si on fait une correction type, déjà la méthodologie à y pratiquer, c'est la suivante. Comment s'y prendre pour étudier ces documents-là? Déjà, donc il faut bien comprendre et étudier la question d'abord. Parce que déjà, il faut comprendre ce qu'on vous demande de faire, toujours. Et pour ne pas perdre de vue, déjà, il faut étudier la question elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Voilà, avec l'explication des différents termes, ou en repérant un peu le mot-clé, le travail, l'élocution, etc., etc. Donc, vous avez déjà une idée du travail demandé. Ensuite, vous passez à la compréhension du document lui-même. Donc, il faut interroger le document, l'identifier d'abord. De quoi il parle? Donc, il faut faire sortir les thèmes, les unités,
la source, etc., etc. Et aussi identifier le cadre spatial et temporel du document, parce que ça permet de placer le document par rapport à la question. Donc, en expliquant un peu brièvement les contextes du document, là déjà, vous avez une idée du document et de la question aussi. Ensuite, après avoir compris le travail demandé ou la question et compris un peu le document, là, il faut un peu chercher les idées qui relient les documents et la question. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cerner un peu les liens entre les deux. Est-ce que les idées que je fais sortir dans le document me permettent de répondre à la question? Donc voilà, si a priori, normalement ça devrait être le cas, donc si c'est insuffisant, donc il faut toujours chercher et faire appel à vos connaissances personnelles ou du cours pour approfondir davantage. Et au final, une fois que vous avez compris ce qu'on vous demande et compris le document et plus ou moins cerner les liens entre les deux avec arguments et exemples, là, vous passez complètement à la rédaction de la réponse finale au propre. Donc, le corrigé type de cette question peut être la suivante. Comme j'ai dit, on présente le document. C'est un tableau statistique qui est publié en 2012 par l'OCDE et qui met en parallèle plus ou moins les performances économiques de différents pays sur une longue période, 1985 à 2010. Et là, quels sont les indicateurs exploités? Là, il y a le taux de croissance du PIB, le taux d'utilisation de différents facteurs, les facteurs travail et les facteurs capital, ainsi que, n'est-ce pas, la productivité globale des facteurs qui, là, mesure la combinaison de deux facteurs dans la production de biens et de services. Donc voilà, déjà on sait de quoi il est question et on a bien vu le document. Une fois présenté le document, là il faut passer à la présentation des arguments pour répondre à la question. Donc première question, premier argument, les pays, la croissance économique des pays, les sources de la croissance économique des pays ne sont pas les mêmes. Certains pays ont une croissance extensive, d'autres une croissance intensive, alors que d'autres font à la fois une croissance extensive et une croissance intensive, c'est-à-dire qu'ils utilisent les deux facteurs à la fois, à de fortes, n'est-ce pas, participations. Donc c'est ce qu'il faut dégager un peu plus ou moins et clôturer un peu en montrant les pays qui utilisent le plus de facteurs travail par rapport au facteur capital, qui est en l'occurrence ici l'Italie, et le pays qui utilise le plus de facteurs capital par rapport au facteur travail, qui est les États-Unis et surtout la Corée du Sud, qui utilise plus de facteurs capital, la technologie, on va dire. Donc voilà, on va passer maintenant à la troisième partie. Dans la troisième partie, vous allez avoir un dossier documentaire, généralement composé de 3 documents, maximum 4, et une question. La question, par exemple, un sujet type, comme exemple, vous l'avez ici, montre que les salaires ne dépendent pas que du marché du travail. Cette question est accompagnée de 3 documents, le document 1 ici, ensuite document 2, n'est-ce pas? Et enfin, le document 3. Dans le premier document, vous avez ici une série de lois, plus ou moins, qui ont trait à l'organisation du travail, en fait, aux conventions collectives du travail. Donc, vous allez voir, grosso modo, donc ça a évolué au fur et à mesure. Donc voilà, ça montre un peu que le travail a un construit plus social. Hein, à la suite des négociations entre employeurs et employés, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire qui résulte que du marché du travail. Ça résulte aussi
à la confrontation des idées, etc., et des intérêts de l'employeur et de l'employé qui forment à la fin, n'est-ce pas, une négociation. Et cette négociation aboutit à la promulgation de ces différents types de lois. Maintenant, on va passer au document D. Ce document D présente un peu l'historique du travail, n'est-ce pas? Grosso modo, on a ici une idée comme quoi que les salaires participent à la construction sociale de l'individu, etc., etc. Donc voilà, la formation des salaires aussi est un peu étudiée. Dans le troisième document ici, vous avez complètement des données chiffrées qui présentent les négociations collectives conclues dans les entreprises françaises. On a pris les cas français. Et là, ce sont des données chiffrées que vous pouvez utiliser pour la rédaction. Donc là, on va passer maintenant cette fois-ci. Donc comment vous allez vous y prendre pour traiter cette partie 3. On a vu dans la séance 1, maintenant on va essayer de prendre ces cas précis. Donc premièrement, il faut d'abord comprendre la question, toujours. Qu'est-ce qu'on me demande de travailler? Qu'est-ce qu'on me demande de montrer, etc., etc. La question ici demandée, c'est de montrer les déterminants des salaires. L'analyse néoclassique de la formation des salaires doit être présentée en premier. Et il faut dire aussi que les salaires ne dépendent pas que ça. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Ensuite, d'abord, il faut comprendre cette question. Ensuite, il faut passer à l'exploitation des documents. Donc, il faut interroger les documents. Il faut faire un petit tableau des colonnes, le numéro de document, première colonne, le numéro de document, deuxième colonne, les idées relevées ou soulevées dans les différents documents. Et là, vous avez brièvement les principaux arguments et idées contenus dans le document. Ensuite, il faut passer et rechercher les idées pour répondre à la question en faisant appel aux idées extraites du document, en faisant appel aussi à vos connaissances personnelles et aux connaissances acquises dans les différents cours avec votre enseignant tout au long de l'année. Et finalement, une fois que vous avez fait tout ça, il faut passer à la rédaction au propre du sujet en introduisant d'abord les problèmes, c'est-à-dire dans l'introduction, on va voir tout à l'heure, on va voir qu'est-ce qu'il faut voir, tout ça, on va voir tout à l'heure. Hein. Mais il faut que votre rédaction ait un corps, il faut que ce soit un peu structuré. Introduction, développement, conclusion. Alors, dans l'introduction, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut une petite phrase d'accroche qui permet de capter l'attention, n'est-ce pas, des correcteurs. Et là, vous pouvez utiliser des données chiffrées, des trucs d'actualité, des informations d'actualité que vous avez plus ou moins suivies à la télévision ou aux journaux. Vous êtes économiste, donc vous êtes censé, normalement, suivre l'actualité économique et d'utiliser ces acquis, n'est-ce pas, pour la rédaction. Premier point, phrase d'accroche. Deuxièmement, c'est la définition des mots-clés. Donc voilà, la question qu'on vous a demandé, en fait, il y a des mots-clés à définir, à voir en profondeur, c'est le moment ou jamais. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit une dizaine de lignes, donc il faut le faire brièvement. Une fois fait ça, il faut passer à la problématique. Donc rappeler la question que vous a posée et reformuler avec vos propres mots ici, dans cette partie. Et ensuite, au final, passer à l'annonce du plan. Donc, je rappelle l'introduction, phrase d'accroche, définition des mots-clés, problématique et annonce du plan. On va passer maintenant au corps, on va dire, du travail, le développement, qui peuvent être composés de 2 parties, voire 3 parties. Généralement, c'est 2 parties. Et là, vous pouvez montrer, n'est-ce pas, dire voilà, première partie qui est composée de 2 ou 3 paragraphes. Chaque paragraphe comporte un argument plus un exemple. Deuxième paragraphe de la première partie, deuxième argument plus deuxième exemple. Troisième paragraphe de la première partie, troisième argument plus troisième exemple. Ainsi de suite. Si vous avez plus d'arguments à fournir, donc il faut suivre un peu cette cadence. Une fois finalisé la présentation des arguments et des idées de la première partie,
il faut passer à la phrase de transition. N'oubliez pas de faire les liens entre vos différentes parties. Là, on a vu ça, donc on va voir tel autre, voilà, deuxième partie. Ça permet un peu de rappeler ce que vous avez fait et ce que vous allez continuer à le faire au correcteur, et c'est agréable à lire. Comme ça, on voit que l'élève maîtrise plus ou moins la méthodologie du traitement d'un sujet type bac. Et la même chose pour la deuxième partie. Donc, c'est une succession de paragraphes, premier paragraphe, troisième paragraphe, quatrième paragraphe, etc., etc. Et là, chaque paragraphe doit être composé d'un argument et son exemple, bien évidemment, etc. Donc, finalement, la conclusion qui est l'étape qui clôture, on va dire, le travail demandé, doit comporter deux phases, deux parties. D'abord, en premier lieu, le candidat fait le bilan, n'est-ce pas, du travail qu'il a fait. Vous récapitulez ce que vous avez fait, vous faites un joli bilan, on va dire. On a vu ça, on nous a demandé ça, et voilà, on a conclu de telle manière, etc., etc. Et en deuxième point, il faut toujours ouvrir le sujet ou la discussion. Là, on passe maintenant à l'ouverture, voilà. Donc, il faut que ça interpelle un peu les correcteurs et ça permet un peu de gagner plus de points. Donc voilà, le corps, la structure un peu de l'argumentation de cette troisième partie, et ça, c'est cette partie. Donc maintenant, on va passer un peu à la proposition d'un corrigé type bac de cette partie. Un plan apparent, ça peut être celui-ci. Donc en premier point, on va montrer que, voilà, c'est vrai, la formation de salaire dépend du marché du travail. Donc premier argument, déjà, il faut dire que les salaires, c'est les prix d'un marchandise, hein, comme les autres. Comme la baguette, comme les chaussures, etc., etc. En fait, c'est l'analyse néoclassique qui les considère ainsi. Et deuxième argument, présenter et dire, voilà, cette formation, les salaires, la formation des salaires, c'est fait à partir du marché du travail. Et là, vous approfondissez un peu plus la confrontation du prix, la confrontation pardon, de l'offre et de la demande de travail qui, au final, aboutit à la formation d'un salaire d'équilibre, n'est-ce pas? Et il faut dire aussi, c'est la théorie néoclassique qui, plus ou moins, étaye ce type d'idée. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, il faut dire aussi que la formation des salaires ne dépend pas que du marché, ça dépend aussi d'autres mécanismes, n'est-ce pas? Et pour dire ça, donc il faut situer dès le début les limites de la théorie néoclassique et dire que le salaire n'est pas le prix d'un marchandise quelconque, c'est le fruit de l'effort, donc voilà, voilà. Et dire que voilà, il existe là aussi des arguments, il faut accentuer la notion de salaire d'efficience qui ne résume pas cette fois-ci ou qui ne découle pas du salaire d'équilibre. Hein. C'est un salaire qui est proposé, qui est accepté, proposé par l'employeur, et en même temps c'est un salaire qui est au-dessus du salaire d'équilibre. Au final, on peut résumer et dire qu'il existe des dimensions institutionnelles derrière la formation des salaires, c'est-à-dire que les salaires, il a un acquis historique et social. Et là, la notion de négociation ou de convention collective doit y apparaître, puisque c'est un truc qui est construit, c'est des notions qui sont construites après des efforts sociaux, grèves, etc., etc., manifestations qui ont été réalisées par les salariés pour avoir plus de droits. Voilà. Donc, un corrigé type est le suivant. Premier point, les salaires dépendent du marché du travail, théorie néoclassique. Deuxième point, les salaires dépendent d'autres mécanismes. Déjà, situer les limites
de la théorie néoclassique du salaire et aussi dire, voilà, ces autres paramètres sont l'histoire, les acquis historiques de la notion des salaires et les acquis sociaux. On va passer maintenant aux conseils et recommandations possibles. Là, donc, pour bien réussir au bac, il faut déjà bien analyser les différents sujets des différentes parties avant de les traiter. Voilà, il faut faire attention aux consignes, les mots-clés, etc., etc., le verbe, directif, tout ça. Il faut faire très attention. Là-dessus, il faut passer un peu du temps pour savoir ce qu'on vous demande et ça va vous empêcher de faire des hors-sujets. Deuxièmement, il faut bien étudier les documents afin de bien extraire les bonnes informations. Lire les documents, bien lire. Pour y arriver, donc il faut bien lire les documents. Et quand vous êtes des économistes, il faut utiliser des notions, des vocabulaires économiques, sociaux, etc., etc. Voilà. Et là, il faut bien utiliser son cours et ses connaissances personnelles. Il ne faut pas, parce qu'il y a une notion comme croissance dans la question, donc il ne faut pas réciter la partie croissance de votre cours. Il faut toujours répondre par rapport à la question. Les cours doivent vous servir pour ça. Et donc, si vous récitez un peu ce que vous avez appris par cœur, là, vous allez faire la fausse route et ça va vous mettre en hors-sujet. Utilisez à bon escient, n'est-ce pas, les connaissances et les connaissances de cours, vos connaissances personnelles tout court. Un autre conseil, ça peut être d'utiliser, n'est-ce pas, bien son temps, bien gérer son temps. Lors de la séance 1, on vous avait soumis, plus ou moins, vous avez un peu conseillé les temps à y consacrer dans chaque partie. Donc, il faut plus ou moins, maintenant, en s'entraînant dans la conception et la rédaction de différents sujets pour les bacs. Donc, il faut essayer de passer ces différents temps. Et au final, il faut bien présenter sa copie. Il faut que ce soit bien aéré, avec le moins de fautes d'orthographe possible et des syntaxes aussi. Un verbe s'accorde en genre et en nombre avec les sujets. Donc, il faut faire très attention. Et une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Tout ça, ça compte un peu parce qu'il y a des points qui sont consacrés. Donc voilà, j'espère que vous aviez bien suivi la séance et que vous avez plus ou moins acquis des méthodologies, des apports méthodologiques qui vous ont permis ou vont vous permettre de travailler plus pour les prochaines fois. Merci et bon courage pour la suite.